Bon, ça va à vous? Je crois que c'est l'heure de remettre le couvert. Avant qu'on plonge ensemble dans un nouveau sujet, juste un sincère merci pour tous vos retours pour le premier documentaire sur la haine. Ça m'a motivé à en faire un nouveau, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente, abonne-toi, c'est gratuit. Maintenant que j'ai fait mon youtubeur, on va parler Japon, on va parler pyramides, mais on va surtout parler d'un des artistes les plus influents de l'histoire du rap français, un de mes artistes préférés. Bienvenue dans l'histoire d'Ateyaba, ou plus connu sous le nom de Joke, et comme le disait si bien Masqué, générique. Je me rappelle de mon premier 16 mesures. 16 mesures, classique, on a le son du trafic. Ouais, je dis que j'arrive au stud, ça manque de quoi? Quand 16 mesures qui tuent, sinon ça manque de rien. J'avais trop de choses à dire, je n'avais que 16 mesures à la base, puis c'est parti en vrille. The spirit of ecstasy. Gilles Ateyaba Kofi Soler est né le 27 octobre 1989 à Narbonne. Fils d'un père espagnol et d'une mère togolaise, il est comme beaucoup d'enfants de sa génération, un enfant du divorce. Il grandit auprès de sa mère à Montpellier et fait ses premières armes de rap français en écoutant Secteur A, première consultation de Doc Gynéco ou encore Panthéon de Booba. Mais ce sont surtout les US qui vont être une véritable inspiration pour lui, comme Dre, Kanye, Max B. Déjà avant de partir à Montpellier, il y avait des amis de la famille qui montraient un peu la poésie, tout ça, comment écrire des rimes, et j'aimais bien déjà. Et le fait de tomber sur le rap, déjà ça m'a plu directement, c'est une musique qui m'a parlé, et je trouvais que c'était un truc que je pouvais faire facilement. D'ailleurs, petite anecdote, à 10 ans, il rencontre lors d'une séance de dédicace le groupe mythique La Brigade. Et il y a Baz qui m'a dit vas-y montre-moi ce que tu fais, tu vois. Et j'ai fait un freestyle comme ça. Et il a kiffé. Le soir il faisait un concert sur Montpellier, donc il m'a dit viens au concert, on va te faire poser. Et à la fin ils m'ont fait monter sur scène, ils ont mis une instru, j'ai fait mon freestyle, tu vois. Le fait d'être monté sur scène et qu'il y ait des grands qui me disent ouais ce que tu fais c'est chaud, ça m'a conforté dans ce truc que je pouvais faire du rap et que j'étais bon dans ça, tu vois. Je répète, il avait 10 ans. Il a commencé à rapper sous le nom de Schoolboy avant de choisir Joke à 14 ans. Parce qu'il trouvait qu'il y avait la même approche des doubles sens et des métaphores dans l'humour et dans le rap. Alors oui, le nom est pas fou, on est d'accord. Même lui l'a avoué plus tard. Pourtant, ce nom va avoir une vraie résonance pour la suite. The spirit of ecstasy. Après le bac, je sais pas vraiment ce que je veux faire à part du rap, tu vois. Après un bac scientifique, Joke monte sur Paris et emménage dans le Val-de-Marne, à Bonneuil. Si comme beaucoup de rappeurs à ce moment-là, l'argent n'est pas un guide de création, il se monte en tête de vouloir vivre de sa passion. À Montpellier, il critiquait son quotidien en rêvant de Paris. Pourtant, le rêve de la capitale va être une vraie désillusion. Pour cause, le prix des loyers, ses petits boulots et les mauvaises conditions d'enregistrement pour son art. Désillusion parisienne qui s'accompagne pourtant d'une première signature. C'est en compagnie de Tequila Tex qui va se professionnaliser. J'ai des frissons comme ça ne téléphone. Instant culture, Tequila Tex, membre du groupe TTC, groupe pionnier du rap alternatif des années 2000. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. C'est lui qui m'a dit, qui m'a envoyé un message sur MySpace. Sur MySpace, ouais. En me disant, hey, tonton, quand est-ce que tu me signes? Je crois que c'était un truc comme ça. Peut-être que juste je fantasme un truc qui correspond à l'attitude de Joke à l'époque. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, effectivement. Tu l'as vu tout de suite, ça? Ouais. Bah oui, parce qu'il était pas comme les autres. Ok, mon petit nom c'est Jokey, je suis juste un corps qui par une forte équipe pour forniquer une époque formée. Je suis très content d'avoir travaillé chez Stunts, mais les gens ils ont l'impression que c'est les artistes aussi qui choisissent un peu leur opportunité. Mais Teki, c'est lui qui m'a donné l'opportunité, donc je suis parti avec Teki et c'est tout. Cette signature va l'affilier à un rap dit alternatif. Je découvre Joke quand il est signé chez Institube, enfin chez Stunts, qui était un label des Institube, qui était le label de l'équipe de Tequila Tex. C'est cette période-là en fait où ils avaient pas complètement quitté le rap encore, ils avaient envie de produire je crois des artistes et donc ils signent ce mec, Joke. Il s'appelle Joke, J-O-K-E. Retenez bien son nom, Joke. Au début, au tout début, là il y a un délire un peu, pour reprendre un terme de l'époque, un peu swag. Il m'attrape parce qu'il rappe bien, mais d'un côté il y a un truc un peu, tu sais, presque, je le prends à l'époque comme ça, comme un peu superficiel, tu vois, sur les saps, sur... Et je suis moins dedans, parce que c'est aussi le moment où il y a plein de rappeurs, tu sais, qui sont vraiment dans l'attitude, qui commencent à être dans ce truc-là, le truc très carré. Je me dis, est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce qu'il est juste stylé, ou est-ce qu'il est stylé et fort? Et son premier projet va sortir, et il s'appelle Prêt pour l'argent. Les mecs sans dollars devraient m'écouter, tous les mecs sans meufs devraient m'écouter. Négro, je les entends rapper, je te jure, ça m'horripile. J'attends la Rolex sur le poignet, donc dites-moi à quelle heure est-il? Toutes les
nuits sont fiévreuses quand je suis loin de toi. Tu illumines mes soirées sans m'en laisser le choix. Tu es comme ma veilleuse le soir, même très tard. Je rêve de te parler, oh mon étoile. Pour l'argent, c'était vraiment pour annoncer que je sais que je vais avoir de l'argent, maintenant je suis prêt à l'avoir. Je suis sûr de moi à ce moment-là, tu vois. Après cette première mixtape, une réédition appelée Prêt pour l'argent 1.5 sort en 2011. Prêt pour l'argent 1.5. On va dire que c'est la Hesse. Les conditions dans lesquelles j'ai enregistré cet album, c'était très très grave. Tous les RG sont sur mes necks comme Tintin. Je parle des renseignements généraux. Yo, je suis dans les dièses, 31 dièses, appel, je suis dans les bzaises. De ta meuf et je la détruis. J'ai tout enregistré tout seul. Dans mon studio, j'habitais à Bonneuil dans le 9-4. C'était tellement galère à cette époque-là, il n'y avait pas de lumière dans mon salon. C'est-à-dire j'enregistrais avec la lumière de ma télé. Et c'est pas fini, car quand tu provoques le destin, il vient pour de vrai. J'étais en train de fouiller un peu sur YouTube, puisque avec Oupar, on a créé le label GoldenEye Music avec Richie Beats, Spike Miller, Cannibal Smith. Donc c'est un pôle de producteurs. Et là, l'idée, c'est de trouver notre prochain rookie. Et je tombe sur... Avec un burger donuts dans la bouche, trop de flow. Avec 2-3 pétasses dans la douche, trop de flow. Et je dis, mais waouh! Visuellement et textuellement, il y a quelque chose qui se passe que je n'ai jamais vu. Parce qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'on était dans un rap plutôt viril, marqué sur l'identité banlieusarde, etc. C'est un peu un coup de cœur. Donc je le rencontre, il me présente un peu son projet, puis derrière il dit bah moi je travaille aussi mon image et j'ai besoin en fait d'avoir quelque chose qui me pousse vers un autre level. Déjà le fait d'être signé dans le label de Tequila Tech, ça montre que tu as déjà une particularité artistique. Moi, je suis conquis. Sinon, j'en parle à Oumar Digno, et il regarde, il me dit ah ouais, lui, il a un truc, c'est trop différent de ce qui se fait. Il a l'air ouvert d'esprit, on va pouvoir faire des trucs cool. Il avait une réflexion artistique qui était riche et large, donc on s'entend super bien et on se tape dans la main. On fonce ensemble, on se dit vas-y, c'est parti. The spirit of ecstasy. Joke signe donc chez GoldenEye Music et un premier morceau sort. Sur une compilation appelée GoldenEye Music Volume 1, c'est une première carte de visite produite par Richie Beats et il s'intitule MTP Anthem. Toc toc, je suis à ta porte, je te fume comme le tabac, je te prends à la gorge. Oumar il m'appelle, il me dit il me faut un banger pour que je commence à trouver ma patte un peu sur Logic et je prends un genre de sample grégorien, un truc bizarre. Trap mais un peu drill aussi. La prod j'avais jamais remarqué mais elle a 154 BPM donc c'est quand même assez rapide et la trap on va dire c'est à 130, 120 tu vois. Donc c'était un truc un peu hybride et Joe qui valide et il pose. Aussi simplement tu vois en vrai Joe c'est quelqu'un t'as vu quand il aime pas il pose pas. Quand ils ont fait le morceau, on a dit tu viens de Montpellier, c'est pas forcément une ville connue pour le rap. Maintenant, c'est à toi en fait de mettre MTP sur la carte. Pour le faire, il faut qu'on ait de l'impact dans l'image et dans l'impact dans la prod. Donc c'est pour ça que le clip, l'idée c'est d'avoir une punchline visuelle. Donc il fait son freestyle carrément sur une Range Rover, traverse Montpellier comme ça. Ça fait du buzz déjà localement pour lui et puis même visuellement, ça présente un nouveau rappeur. Et c'est à partir de là que ça a explosé. Et c'est vrai qu'il y a une exposition de fou. On passe de underground, on passe un peu, tu vois, on est en Ligue 1. Peut-être pas en haut de tableau, mais on est, tu vois ce que je veux dire, déjà on est en Ligue 1. Il y a beaucoup de rappeurs qui nous voient, qui kiffent la vibe, qui la comprennent et ça change tout en vrai. Pour moi c'est un virage et on arrive, on change un peu les codes. Je vois ce clip, je me dis putain le rap il y a quelque chose. Et je trouve que le rap c'était pas trop axé sur l'esthétique des clips, les beaux véhicules, les belles baskets et tout. Mais là tu vois un négro sur un Range Rover avec des baskets toutes blanches et une belle casquette et tout. Ça m'a vraiment choqué en fait. Je me suis dit là, le rap est en train de prendre un tournant que je kiffe. En vrai, à cette époque-là, c'est la culture. Il vient, il dénote un que truc parce qu'il fait un truc qu'un rime mais en français. Ça veut dire qu'en fait, il est lui-même. Pour moi, c'est ce qui manque un peu dans la culture, c'est ce truc de son ressenti personnel, d'aller diguer. Et ça se voit que Joke, c'est un digger, tu vois, même Oumar, c'est un digger. C'est des gens qui ont regardé, qui ont étudié la culture et qui savent aujourd'hui retranscrire à leur manière. Et c'est ça qui a marqué les gens. C'est comme quand Caris, il arrive avec sa calage dans le zoo, tu vois. Il marque en vrai parce que c'est... Alors qu'on peut tous le faire, mais on n'a pas pensé. Et on n'a pas le son. Les négros viennent juste de perdre. On vient mettre une tipi dans leur pute de merde. Je pense que c'était un tournant pour le rap. Et Joke, je pense que beaucoup l'ont connu comme ça. C'est incroyable ce clip. Moi je kiffe quand les gens ils sont insolents et forts. Pour moi, si t'es insolent et que tu dis que t'es le meilleur, il faut que tu rappes comme si t'étais le meilleur. Et là sur MTP Anthem, il y a justement ce truc d'insolence, de rime, de vulgarité aussi. Puis il y a l'attitude qu'il a dans le clip, etc. C'est l'acte de naissance, on va dire, un peu public de Joke dans le rap français, c'est ce morceau, tu vois. En tout cas, c'est le moment où il commence un peu à cliver, mais aussi à intéresser des gens. Tous les projecteurs sont braqués sur lui. Cette attitude et cette nonchalance à l'américaine divisent ceux qui adorent et ceux que ça insupporte. Et lui, il s'amuse de ce personnage-là. Le livre que j'écrirai, alors là,
Commando Guinée de meuf en 7 jours. Résultat garanti. Une image de beau gosse du rap. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as conscience de l'image que tu renvoies au public? Est-ce que tu en joues? Peut-être que j'en joue, après, force pas. Je suis comme je suis, je m'entraîne pas devant la glace, tu vois. En fait, sa manière de travailler, c'est qu'il va chercher le flow, donc il va faire du yaourt. Et tout d'un coup, c'est un peu comme un coup de génie, des fulgurances qui tombent et hop, il se met à écrire. Quand tu écoutes ses lyrics, tu remarques qu'effectivement, il y a un fil rouge. Bon, il aime bien être insolent, etc. Et de temps en temps, tu as des pics de punchline avec des refs carrément de personnages historiques, de films, qui fait que tu dis ah ouais, j'aurais jamais pensé à ça. Et ce qui m'a plu aussi dans sa manière d'écrire, quand tu écoutes à l'époque le rap français, tu peux entre guillemets réfléchir à des patterns, à des manières d'écrire où tu peux les comprendre, tu peux, ouais, je sais qu'il va rimer comme ça. Sauf qu'avec Joke, tu t'attends à être surpris. Dans la foulée, le morceau Triomphe est dévoilé. On a aussi le lancement de sa marque, Les Fleuristes. Vous avez compris, c'est une arrivée en force. Si je t'attaque, je détruis ta carrière. J'ai pris ma part très tard chez ta cassière. Ce nouveau morceau amorce aussi l'arrivée du premier EP, Kyoto, en novembre 2012. Pas la peine de dire lever ton verre en l'air. Croise-moi dans le club avec une belle anglaise. Bang dans 2 ans, j'ai bossé à Kurt Cobain au main. J'suis 3 futés dans mon domaine. Oh merde, trop dingue, on bang, on s'impose, tringue au chien, qu'on tringle au lingot. Mais voilà un petit peu sur le tempo. Parce qu'il faut savoir, c'est que Joke déjà, c'était vraiment le tout début de ce qu'il faisait. Donc quand j'ai été collaborer avec lui, j'ai trouvé ça très très fort. Et Joke, il avait un peu ce truc aussi avant-gardiste, tant vis-à-vis de la mode que dans ses sonorités, etc. Il avait son propre style. Moi, je kiffais ce délire un peu quinri. Et j'étais content de faire ce titre. Je le trouvais super technique, original, grave quinri. Et la prod, elle était incroyable. Donc ça pouvait que donner un gros hit. Hein. C'est un vrai succès, donc il faut continuer d'accélérer. Une signature chez Def Jam, une maroquinerie le même jour et un second EP, 6 mois plus tard, Tokyo. Une fois, 2 fois, passe la monnaie. Wow, on fait voler les billes, shoot dans la tête des négris. Son prénom c'est Django. Passe-moi la couronne, le château de Versailles. Les Renois vont bronzer si je rentre dans la salle. 501 et l'idée de quartier. Alors Tokyo, c'est un EP qui s'est fait en 2 semaines. On sort Kyoto, on n'imaginait pas le succès que ça a amené, et derrière il fallait enquiller, et Def Jam dit sortons un nouvel EP. Dans l'esprit de Joe, lui il avait déjà son diptyque, on va dire ça, Kyoto et Tokyo. Sauf que Tokyo il l'avait pas encore pensé, il l'avait pas encore écrit, il l'avait pas encore imaginé. Tokyo amène une nouvelle référence au Japon, qui vient appuyer son amour pour ce pays qui le fascine depuis petit, et qu'il a enfin pu découvrir grâce à l'argent de la musique. Si certains y voient un attachement dû au manga ou aux animés, oui c'est cliché, mais ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de francophones. Pour Joke, c'est pas le cas. Il y voue une autre curiosité, celle de la culture, de la mode, de la musique et de son rapport au futur. Moi, je pars du principe que si tu fais un EP qui s'appelle Tokyo, amène l'auditeur dans cet univers-là. Je travaille plusieurs prods, et donc il y en a 2 qui vont arriver sur l'EP, qui sont Tokyo Narita et qui sont Harajuku. C'est fini les points, faut vivre, y'a plus que ça à faire. Je fais ça pour mes gars, m'amène, on a plus de temps à perdre. Les rageux passent le 17, que les vieux se battent en retraite. Je te jure, dans 10-20 ans, Harajuku, on se le prend pareil. Blastar, quand il fait cette prod-là, moi gros, je suis jaloux de cette prod. Je me dis, mais comment j'ai pas trouvé ce sample? Comment j'ai pas trouvé? Tu vois ce que je veux dire? La prod, elle est incroyable. Et la flûte, là? Non. À la base, Tokyo Narita et Harajuku, ce sont des morceaux que Joke ne voulait pas forcément dans l'EP. Tokyo Narita, quand on l'écoute, c'est très digital. L'idée, c'est musicalement de transcrire la ville de Tokyo, puisque c'est une ville rapide, c'est une ville oppressante, c'est une ville avec beaucoup de monde, c'est une ville avec beaucoup de néons. Et Harajuku, c'est plus détendu, plus sophistiqué, un peu imaginaire. Les 2 clips ont été tournés au Japon. À l'époque, c'était révolutionnaire. Il y avait très peu d'artistes rap qui ont eu l'occasion de montrer Japon sous cet angle-là. Que même dans l'esthétisme, dans la qualité des images, ça a changé aussi le clip, hein, puisque pour vous remettre dans le contexte, à l'époque on était sur du street clip, donc des clips entre guillemets faits à l'arrache avec une petite caméra. Et là, Joe qui arrive avec quelque chose de hyper esthétisé, léché, coloré, ça avait marqué la génération. Et derrière, ça a donné aussi maintenant une exigence dans les clips. Avec une certaine qualité. C'est la confirmation que l'artiste montpelliérain est une future star du rap français. Au point que beaucoup parlent de lui comme de l'héritier de Booba. Est-ce que toi tu te revendiques comme l'héritier de Booba? L'héritier, je pense pas, parce que on fait quand même des choses différentes.
Vous avez quand même pas mal de similitudes. On a des similitudes. Si j'étais l'héritier de Booba, ce serait pas mal en même temps parce que la carrière qu'il a eue, j'aimerais bien avoir la même. Pour la majorité des auditeurs, ça sonne comme quelque chose d'hyper frais. Que ça soit pour ses choix artistiques ou même cette aura qu'il dégage. À ce moment-là, il est déjà défini comme avant-gardiste. Pourtant, derrière cette image de mauvais garçon à l'américaine, c'est une personne plutôt introvertie. Au point d'enregistrer souvent seul au studio avec l'ingé son, là où certains de tes artistes préférés adorent quand il y a du monde. Pour avoir fait des séances avec lui, studio, faut être studieux en fait, pas venir n'importe qui, n'importe comment. Et puis il a besoin de se concentrer sur ce qu'il fait, parce qu'il pense en profondeur ce qu'il fait, ce qu'il écrit. Donc s'il y a des parasites, ça va pas le faire. J'aime bien rester avec les gens que je connais, tu vois. Je suis un peu renfermé, tu vois. C'est dans ma tête, c'est comme ça. J'aime pas par exemple sortir dans la rue pour me faire aborder tout ça. Moi j'ai du mal avec ça, tu vois. Après ça me gêne pas, ça me fait plaisir, tu vois. Mais je cherche pas ça en tout cas. The spirit of ecstasy. Bon, après 2 EP, si vous savez comment fonctionne un peu l'industrie de la musique, l'étape suivante, c'est soit un 3e EP, soit un album, ou du moins un projet un peu plus long. Et pour le cas de Djoke, c'est son premier album. L'enjeu à ce moment-là, et c'est souvent le cas, c'est de s'installer en fait, c'est de confirmer les attentes et les espoirs placés en toi. À l'époque, Djoke c'est un rookie du rap français qui a beaucoup de hype. Il n'a pas encore vendu des millions de disques, à l'époque il n'y a pas le stream, mais la presse l'aime beaucoup. Spé, mais aussi la presse un peu mainstream. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. C'est aussi une époque avant le streaming où on est un peu en recherche des nouvelles stars du rap français. On a évidemment Booba, Rof, La Section, La Fouine qui est encore là, mais c'est compliqué pour les jeunes artistes de percer, ceux qui n'ont pas encore fait des ventes parce que on connaît l'histoire, il n'y a pas encore le streaming. Donc pour Djoke, c'est censé être l'album qui lui permettra de... Une étape majeure dans une carrière et notamment pour la sienne, et cette étape s'appelle Ateyaba. La chance c'est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. C'est un album Ateyaba qui s'est fait, on va dire sur plusieurs étapes. Il avait besoin d'avoir des titres marquants, ce qui lui a demandé de beaucoup réfléchir sur le type de musique à choisir et aussi sur l'écriture. Sauf que tu as la pression de la maison de disque. Finalement, ça change tout. Quand tu signes en maison de disque, tu deviens tributaire de l'agenda et puis tu as des comptes à rendre. Et ce qui est un peu plus difficile quand tu as une réflexion sur ton art. Donc ce qui a été convenu avec l'équipe, c'est de se faire un voyage aux États-Unis, à New York notamment, pour pouvoir prendre de nouvelles vibes, pour pouvoir justement écouter des prods des beatmakers sur place. Just Blaze, Alchemist, il me semble, vraiment des très gros producteurs de New York. Et puis l'idée aussi, c'est qu'on produisait sur place. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des titres qui ont été faits là-bas, mais au final, qui n'ont pas été retenus, puisque quand il est retourné en France, il y a eu des événements dans sa vie qui a fait qu'il a repensé un petit peu sa musique. Derrière aussi, la maison de disques qui demande d'avoir le master à temps, donc ça s'est fait un peu plus dans la précipitation sur les derniers coups. On est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis. On est sur les nerfs. Ça, c'est un morceau qui a été enregistré à la dernière minute, genre quelques jours avant de sortir le master, parce qu'il avait besoin aussi d'un morceau, un French Touch Club. À la base, ce premier album devait s'appeler Best Of. Mais vu qu'il y a une vraie touche personnelle, car il y évoque certains thèmes de son histoire pour être mieux compris par son public, il finit par le nommer Ateyaba, avec une cover en référence à quelques grands classiques du rap US, notamment Biggie avec son album Ready to Die. L'intention était vraiment d'en faire une pièce majeure du rap français. Ateyaba signifie le don de la terre, c'est son deuxième prénom, mais c'est surtout le prénom de son grand-père togolais qui s'est battu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Même s'il aurait aimé avoir Christine and the Queen et Party Next Door dessus, dans ce premier album on retrouve Pusha T sur Black Card. Bâtard, charbonne pour ma Black Card. L'État français nous doit une Black Card. Un featuring réalisé sans l'aide de la maison de disques, à l'inverse de Jhené Aiko qui devait faire des featuring européens et qui a accepté la proposition de Djoke. Au final, on se retrouve aussi, bonus compris, avec Dossé, Titan, Rimka, Seth Gecko et Bips. Et sur Menace Interlude, on entend la voix d'une femme. Prête à faire du sale, je ferai tout pour toi, mon amour. C'est Astrid Nelsia. Oui, il existe un featuring musical entre Djoke et Astrid Nelsia. Bref, Djoke était soucieux de vouloir un album sincère, marquant, consistant et novateur, en utilisant son vécu pour dénoncer et raconter ce qui le touche. On parle beaucoup de rap à texte, tout ça, là. Mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils rappent des textes, mais ils rappent des trucs qu'on sait tous déjà. Là, c'est un truc qui me touchait à moi, et c'est un sujet où tout le monde ne connaît pas, tu vois. Donc je pense que ça va pousser des gens à aller se renseigner sur ça, et aussi ça va aider des consciences. Tout en conciliant
les besoins de la maison de disques. Il devait s'assurer de ne pas le voir trop s'éloigner des tendances du moment. Un album, il faut que l'artiste soit aussi satisfait de ce qui sort. Alors forcément, il faut trouver des compromis. Toi, t'es la maison de disques, il faut des titres qui passent en radio, il faut des titres qui tournent. Toi, t'es artiste, t'as envie de proposer quelque chose qui te tient à cœur, mais en même temps, il faut que ça corresponde avec ce que le marché demande. C'est là où c'était un peu plus compliqué. Bon, maintenant que le portrait est dressé, on plonge dans l'album. On est sur les nerfs. Dans sa réflexion de l'album, il dit c'est l'album, il faut que je marque le coup. Voilà, roule avec Dieu, je sais que ma chance est déjà garée. ATA s'est battu pour la France, n'a pas vu Paris. Fonce dans un mur, disparaissait la Wakari. On quitte les références au Japon pour l'Égypte et principalement la mythologie égyptienne. Joke s'appuie sur la théorie du politicien et autoproclamé historien Cheikh Anta Diop qui disait que les pharaons étaient noirs et que l'histoire occidentale a transformé la réalité. Putain, je vois déjà les commentaires catastrophiques sur ce sujet. En fait, le fond voulu par Joke est de donner du crédit à l'histoire africaine, qui est occidentalement considérée qu'à partir de la colonisation. Enfant d'origine togolaise, il met en valeur ses racines et s'autoproclame donc, métaphoriquement, fils de pharaon. Pharaon, allez, je veux crépu et le nez épaté. Rap comme personne, j'ai des mots à regarder. Renoir écrit comme sur papyrus. Au musée antérieur, un pharaon. Il y a un truc qui m'a marqué, après ça c'est un truc, c'est dans ma tête aussi. Je suis parti au musée du Louvre et j'ai vu une momie et j'avais l'impression de me voir en fait. Je l'ai regardé pendant au moins 5 minutes et j'avais l'impression que j'étais hypnotisé par le truc un peu. On est sur les nerfs. Dois honorer mes ancêtres parce qu'ils en ont chié. Faut se faire à la tête tout ce qu'ils nous ont pillé. J'ai commencé à l'évoquer, mais le sujet essentiel de cet album, c'est l'éveil des consciences sur l'exploitation africaine. Et il se base notamment sur l'histoire de son grand-père, qu'il compte dans le morceau éponyme de l'album. Ateyaba était en première ligne, il s'est battu pour la France, a enlevé des vies pour la France. Seulement sa fille, donc la mère de Joke, n'a pas hérité de la reconnaissance prévue et a galéré pour obtenir sa nationalité française. Alors que son père a mis sa vie au service de la France. Cette non-reconnaissance a logiquement impacté sa fille et indirectement Joke. Ma daronne, elle a eu du mal à avoir la nationalité française, elle a mis du temps à l'avoir. Mais je me dis, mon grand-père s'est battu pour la France, il a dû tuer des gens pour la France, il a été choqué à vie pour la France. Finalement après c'est comme ça qu'on est remercié, tu vois. Je suis encore plus fâché que les Renois d'Amistad. Conscient de ces différences de traitement en fonction des origines et des couleurs de peau, Joke a une mentalité revendicatrice tout au long de l'album. Et finit par développer une haine de l'État français, mais surtout de son système éducatif qui ne compte qu'une partie de l'histoire. Le prof d'histoire m'a menti. Rare comme un diamant français qui vient pas du bled. La France est venue faire ses courses, nous a mis dans une galère. Tous ces mensonges créent des racistes ignorants qui savent pas que leur pays a été bâti sur notre sang. En fait, on va dire dans l'histoire de l'Afrique, il y a l'histoire de l'Afrique avant la colonisation. Et ça, je pense, c'est une histoire qui doit être apprise en Afrique. Pas forcément ici, tu vois, parce qu'on apprend l'histoire de la France. Mais l'intervention de l'Afrique et l'importance de l'Afrique dans le développement de la France, on le souligne pas assez en cours. Au-delà de ça, tu vois, je pense que le traitement des immigrés et fils d'immigrants en France, il est mauvais, tu vois. Si on était tous bien, s'il n'y avait pas de problème, si les Français de souche, entre guillemets, et les Français immigrés étaient égaux en France, peut-être qu'il n'y aurait pas de révolte en parlant de la colonisation, en révélant ces choses-là en cours d'histoire, tu vois, parce que tout le monde serait sur le même pied. Joke ira même jusqu'à provoquer le pouvoir politique en salissant l'image de la Marianne à de multiples reprises. L'État français juif fait sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Bon, sur ça, personne peut dire que c'est vraiment bien. C'est pas une insulte de jeunes en mode nique l'État, nique la France, nique sa mère le président, nique sa mère tout le monde. C'est pas ça, tu vois, c'est pas de la révolte gratuite. Ça a créé logiquement une division, mais ça aura eu le mérite d'attirer l'attention sur son message principal, celui de faire évoluer les mentalités et que tous les points de vue historiques soient évoqués. Parfois, faut choquer pour se faire entendre. Et c'est aussi le rôle de l'art. J'aimerais que les Français comprennent pourquoi les immigrés sont arrivés ici. J'aimerais qu'ils regardent les étrangers d'une autre façon, qu'ils comprennent ce que les immigrés ont apporté à ce pays. On est sur les nerfs. Évidemment, qui dit album personnel et photo de bébé, dit enfance. Et il y évoque un événement traumatique, le divorce de ses parents et les actes de violence de son père sur sa mère. Je pouvais rien faire quand elle se faisait taper dessus, mais négro, je te jure j'étais trop petit. Je rêve d'une balle dans ses pensées, d'une lame dans son repas de la veille. On est sur les nerfs. L'album sort le 2 juin 2014 et doit être la consécration de Joke après les 2 premiers EP. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Premier faux pas. Avant la sortie de l'album, le morceau On est sur les nerfs avait été teasé avec une photo de Rihanna. Une photo
prise d'elle après qu'elle a été violentée par Chris Brown. Polémique plus que logique. Il y a une polémique, après je peux comprendre aussi que ça porte un peu à confusion. C'est pas du premier degré, c'est pas en mode Rihanna se fait casser la gueule, tant mieux, c'est chaud, tout ça, c'est pas ça. On est sur les nerfs, c'était de l'humour noir, on va dire. Après, je comprends ceux que ça choque, en même temps je comprends pas parce que moi ça me choque pas. Alors que je l'ai vécu, tu vois, alors que j'étais petit, avec ma daronne, tout ça, j'ai déjà vécu ça, tu vois. Ça m'a quand même marqué, c'est la sensibilité de chacun après. Ouais. Pas folle la justification. A noter que Rihanna était signée chez Def Jam. Comme lui, cette mauvaise pub s'ajoute à une autre. Pour la sortie de l'album, une release party est organisée. Sauf que c'est un tel phénomène qu'il y a trop de monde et qu'ils sont obligés d'arrêter le concert au bout de 15 minutes parce que ça en devenait trop dangereux. Troisième faux pas, l'album sort et sur cet album il y a le morceau Paris. Paris, 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 oh. Autoproduit par Joke, ce morceau comporte un sample de Miles Davis. Sauf que les droits d'exploitation n'ont pas été payés, ce qui amène au retrait de l'album de toutes les plateformes, ce qui a peu d'impact parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans l'ère du streaming, mais ça amène surtout au retrait de l'album CD de tous les points de vente. Pendant les 2 premières semaines, le temps de reproduire ce CD sans ce morceau-là. Vous vous doutez bien que ça a impacté les chiffres de vente. Je pense qu'un premier album à l'époque, c'est encore plus compliqué qu'aujourd'hui parce que tu joues un peu ta vie, quoi. Tu joues un peu ta carrière et il faut vendre des CD. Faut, en 2014, motiver les gens à aller acheter des scuds. Alors que c'est déjà un peu un objet du passé ou un objet de collection. Il fait 8000 ventes en première semaine, c'est très très bien. Et à l'époque, pour beaucoup, c'est presque vu comme un échec parce que 8000 ventes, t'es pas disque d'or. Mais en vrai, 8000 ventes en physique au milieu des années 2010, c'est énorme, quoi. Beaucoup de gens ont vu Atayaba comme un échec commercial. En tout cas, c'est l'histoire qui a été racontée, alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est juste qu'il manquait le streaming. C'était un jeune artiste, il a sorti 2 EP avant. Les mecs l'attendaient comme si c'était l'album de Dr. Dre. Joke, c'était un mec qui faisait de la musique qui était pas mainstream. On a toujours un débat comme si on sortait l'album le plus mainstream de l'année. Le mec, il vient de la wave. C'est de la fusion entre l'électro, le rap. Personne n'a jamais fait ça. En plus des critiques commerciales, il est critiqué pour sa longueur et son hétérogénéité. Je voulais mettre tous les types de prod, tous les délires de rap que j'ai dans la tête. Sans oublier les vives réactions au sujet de ses propos sur la Marianne et son absence de filtre concernant les femmes et le sexe qu'il justifie comme amusant. Déjà pour moi quand ça parle de sexe, c'est même pas un problème en vrai. C'est quoi? Parce que tu regardes la télé, tu regardes à la pub, mon frère, c'est la même chose. C'est un peu de l'hypocrisie pour moi. Après, c'est vraiment cru des fois, tu vois, mais bon. Comme je l'écris, c'est comme je vis le truc. C'est pas en mode vas-y, je vais violenter une meuf, c'est pas ça. Bien sûr, mais tu sais que ces associations, elles sont un peu... Peut-être qu'elles ont besoin de se faire cogner comme ça aussi. Quand je dis cogner, je parle pas de cogner comme ça, je parle de se faire cogner. Peut-être qu'elles ont besoin de ça. Cet amas de réactions négatives, il le prend très personnellement, estimant qu'un album ça prend du temps pour l'apprécier et que le public français n'est pas assez mature et écoute du bruit. Et cerise sur le non-gâteau, ces sorties médiatiques sont rarement pertinentes, ou du moins on retient que celles qui restent en surface, alors qu'on a vu que l'album a un propos hyper intéressant et profond. Mais on est dans une époque bien l'énergie douce, bien les anges de la télé-réalité, bien gênante. Et du coup ça donne des questions catastrophiques. Si t'étais un tatouage, tu irais sur l'entrecuisse de quelle femme célèbre? T'es plutôt Solange qui gifle Jay-Z ou Miley Cyrus qui suce une tub en plastique sur scène? Durant un de tes concerts, si on te jette une banane, est-ce que tu la manges à la Daniel? On te voit souvent dans tes clips traîner dans le 13e ou à Tokyo là-bas entouré de plein de petites chinoises. Hein? T'aimes les chinoiseries mon coquin, hein? T'aimes plutôt les chattes serrées, ouais? Elle fait combien la taille de ta bite? Et si t'es un bonhomme et un vrai Renoir, eh ben tu vas nous la montrer ta bite. Ouais, ça c'est du journaliste qui journaliste. Hein. Et c'est pas fini. Crème fouettée qui accompagne la cerise sur le non-gâteau. Booba qui vient sortir victorieux de son clash avec Rof et La Fouine et qui vient de s'installer définitivement sur le trône, déclare ceci concernant sa succession. Joke, il n'est pas prêt le mec. Il a le style, le look, les punchlines, mais il n'a pas de voix, pas vraiment de flow et il ne sait pas choisir ses sons. Entre Montpellier, Kyoto et Tokyo, il ne sait plus où il se trouve. C'est monsieur je ne vends pas d'album, mais je continue quand même. Je n'aurais jamais osé poursuivre le rap à sa place. À ce moment-là, chaque sortie du numéro 1 est écoutée et scrutée. Même si Booba est revenu sur ses propos un an plus tard, en disant que c'était un dommage collatéral d'une interview qui l'agaçait, Joke s'est fait descendre publiquement par le numéro 1 alors qu'il rêve d'avoir sa carrière. Ça l'a énormément piqué et ça a ajouté un énième frein à la sortie de cet album. On a plusieurs paramètres qui ont amené des obstacles à la sortie. Maintenant, en interne, ce qu'on a surtout remarqué, c'est que le buzz était là et qu'il y avait un espèce de phénomène. C'est comme si un public cherchait un nouvel artiste à aimer, un public qui ne se retrouvait pas dans le rap de l'époque. On fait la première partie de Joke à Aulnay-sous-Bois. Il fait le cap et on joue 20 minutes. C'est absolument... le désert. Tout le monde s'en fout. Même je crois qu'il y a des gens qui disent on voit Joke.
Vraiment, c'est pesant et tout. Bon, vivement qu'on finisse alors que c'est notre ville, tu vois, c'est un peu symbolique et tout. J'ai trop mal. Ce qui va être important, c'est le terrain. Ça veut dire, ok, je suis sur l'album, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que mes shows sont remplis? Est-ce que j'arrive à, sur la longueur, à vendre un certain nombre de disques de façon régulière? Et c'est ce qui s'est passé. Après, on aurait voulu que ça se passe mieux, hein. Il y avait des clips qui devaient sortir après. Il y a le morceau New Jack City. On est à la playa comme la clinique. Derrière, à cause des ventes et à cause du mauvais buzz, ce qui a freiné un petit peu la communication et le marketing autour. On est sur les nerfs. Je suis un peu déçu dans le sens que j'ai l'impression que la maturité musicale des auditeurs de rap français, elle est un peu... ils s'attendent à avoir que du bruit en fait. Et je pense que le côté un peu plus calme, plus musical de l'album, ça les a un peu déroutés et ça me déçoit un peu. Mais après, je pense qu'aussi l'album, ça se digère et puis peut-être dans 1 an ou 2 ans, on en reparlera. C'est toujours un temps d'adaptation. C'est malheureusement, on est en avance en vrai. Pour moi en tout cas, on est en avance. Peut-être on est arrivé à un moment donné où on a peut-être choqué les gens en vrai. Que les gens ils disent que l'album il est pas bien. Réécoute. Non mais en vrai, on va se parler vrai. Quand l'album il sort et qu'en 10 minutes ils ont déjà fait une critique. Pour de vrai, arrête. Ressaisis-toi, réécoute, prends le temps, frérot. Moi, je suis d'accord que t'as vu, tu peux écouter un projet et t'aimes pas. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'écouter un projet, j'aime pas, et que 3 semaines après, je dis, waouh, je suis un ouf. C'est trop chaud en vrai. C'est ça la musique, ma gueule. Moi, personnellement, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour le faire. Quand tu fais un album, c'est dans les moindres détails. On a fait beaucoup de morceaux pour cet album ensemble. Et des essais avec lui que j'ai fait. J'ai essayé de mélanger de la house avec du hip-hop. J'ai essayé de mélanger aussi des morceaux un peu pop, électro, new wave. Voilà, et tenter des choses parce que je voyais Joke comme la French Touch, mais du rap. Pour moi, c'est un artiste international. C'était peut-être trop tôt à l'époque, mais je le voyais déjà faire des morceaux ouverts. Pour moi, il pouvait passer autant sur Énergie que sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on retient de l'album des années plus tard? Malgré des retours en demi-teinte, Ateyaba est charnière dans sa carrière et est un album important de l'histoire du rap. Il voulait que cet album s'apprécie avec le temps et qu'il puisse ouvrir la porte à d'autres artistes de son style. Je suis optimiste, je pense que ça va faire du bien au rap français. Si ça marche, je pense qu'il y aura d'autres artistes comme moi qui pourront émerger plus facilement, je pense. Et on leur donnera tous leur chance, je pense. Et il a eu raison. On peut facilement penser à des artistes comme Hamza, Oh Boy ou même Laylo. Même s'ils ne font pas la même musique à proprement parler, le succès de Joke a permis à ces artistes et à d'autres de trouver plus facilement un public. Sinon, concernant l'album des années plus tard, certains morceaux sont encore en tendance. Par exemple, Casino ou Jane Selter. La parisienne, la mexicaine, mais je crois que je préfère l'américaine. Quand par exemple, là, il y a des petits, ils m'envoient Jane Selter qui est top 1 sur TikTok et tout, je suis en pétard, je suis là, mais arrêtez, Jane Selter. Ça date. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans la musique. Un hit, c'est lourd, tu fais tes plaques, tu fais ton genre, c'est bien. Créer une musique qui va rester dans le temps, pour moi, c'est vraiment autre. Il y a des sons que tu mets dans ta playlist, tu mets play, tu sais, tu vas jamais être déçu. Et c'est pour ça que tu mets play. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on a réussi à faire des sons comme ça. C'était magique. Je te parle vrai. À aucun moment, moi, je pensais que les morceaux qu'on faisait là, ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Dans le sens où c'était tellement fluide, il n'y avait pas vraiment de prise de tête. Ateyaba, il savait déjà ce qu'il voulait. Nous, en vrai, quand on apportait quelque chose, c'était quelque chose auquel il n'avait pas pensé et que ça rentre dans sa case. Sans oublier que certains rappeurs n'ont pas hésité à citer certains morceaux de cet album dans leurs textes. Je suis dans le train de 7h, bientôt je suis en train de 7h. Je sais pas c'est qui Jane Selter, mais j'écoute Joke Jane Selter. J'arrive qui lutte comme Jack, souvent sur les nerfs comme Joke. On est sur les mers, sur les nerfs, comme Ateyaba. Sans deck, y'a pas que Joke qui est sur les nerfs. On est combien à vouloir passer notre vie en peignoir comme Hugh Hefner? Ou encore Bushi, qui a samplé Majeur en l'air. Et je fais le taf, rien à voir avec eux, ne me compare pas. Si je fais le cash, j'en ferai toujours plus que ceux qui m'aiment pas. Est-ce que c'est un classique du rap français? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. The spirit of ecstasy. Souvent qualifié d'avant-gardiste, Joke a assumé ce côté futuriste pendant un temps, au point de se comparer à Marty McFly, et qu'un projet nommé DeLorean Music devait sortir en 2012. Cependant, il abandonne un peu cette DA, parce qu'au début des années 2010, le côté futuriste est vite devenu géant. Après la sortie de ce premier album controversé, une réédition est prévue, Ateyaba 1.5. Finalement, Joke revient sur sa décision, et le 1er janvier 2015, il dévoile un EP surprise, DeLorean Music. Le prince m'a genou à Midala, je rentre dans ton libolo à Lingala. Holy shit, nique leur politique. J'étais rentré que de mesure, tu penses déjà au repeat, man. Au niveau du succès de l'album, ça n'a pas été le succès escompté, donc l'idée c'est d'enquiller sur quelque chose de frais, de nouveau, et puis de proposer, on va dire, de la musique pour ses fans. On était sur l'ère du SoundCloud déjà à l'époque, donc il était déjà en avance sur ça. Donc il a dit,
Moi, comme j'ai un contrat signé avec la maison de disques et je peux pas sortir d'album quand je veux, au final, je vais faire ce que je veux. Si j'ai envie de sortir des morceaux, je vais les sortir en SoundCloud. Et ça a fait du bien parce que il y avait effectivement les fans déçus d'albums. Là, avec DeLorean Music, l'idée c'était de se rapprocher de ses premiers fans. Et donc ça a bien marché, c'est des morceaux qui ont bien tourné. Moi j'aime beaucoup DeLorean Music, il y a vraiment des morceaux forts et c'est du Joke quand il est énervé quoi. J'ai l'impression qu'ils ont encore plus aimé le EP que l'album en fait. Après je pense aussi à l'effet de surprise. Bon, il n'a pas lâché le côté retour vers le futur. Mais cet enchaînement prouve qu'on est sur une nouvelle lancée et que l'album Ateyaba était une porte d'entrée. Surtout qu'en plus de cet EP, Joke apparaissait quelques semaines avant sur l'un des plus gros featuring de l'histoire du rap français. Là pour vendre la pure, nique les puristes, prends une ligne, étudie. Pourtant, tout ce qui semble logique ne l'est pas avec Joke. Là on pourrait se dire qu'il va enchaîner. On a eu le droit à une absence pendant près de 2 ans. Bon, il y a eu quelques apparitions en featuring et quelques petits extraits sur SoundCloud, mais qu'un seul morceau est sorti officiellement, il s'agit de Trap Fun. Appelle-moi sur mon Trap Fun. Appelle-moi sur mon Trap Fun. Cette absence n'est pas stratégique. L'artiste a expliqué avoir eu d'autres priorités à gérer, notamment la naissance de sa fille en 2015. Bon, prenons la DeLorean et on avance en 2017. The spirit of ecstasy. Bon, vous avez vu le titre, pour ceux qui savent, les autres, attachez votre ceinture. On est le 27 mars 2017 et Joke fait son retour. Le retour est fracassant. Produit par Icasboy qui devient le nouveau référent en termes de production, le morceau est le premier extrait de son futur et deuxième album, Ultraviolet. Pour moi, c'est l'un des meilleurs clips qui est sorti à cette époque-là et même aujourd'hui. Franchement, c'est deep. Moi, personnellement, j'écoute encore ce morceau-là. Ça fait partie des morceaux phares. Plus qu'on est sur les nerfs et tout, tu vois. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus abouti et c'est propre de ouf. Pour ce clip, il y a une collaboration avec la marque Nike pour les nouvelles Air Vapor Max. Une paire futuriste qui s'ancre parfaitement dans son univers. La hype est au rendez-vous. Quand il revient avec ce morceau, je me dis tout est parfait là. Parce que Joke, c'est un package complet. Il y a le rap, et il y a l'image, et il y a le style. Et en fait, quand t'as ce truc-là, tu te dis bon, ça rappe trop bien, il est trop bien habillé ce bâtard. Il y a la marque qu'on kiffe tous associée à ce truc-là. T'as dit Kang Guillaume, si je dis pas de bêtises, qui réalise le clip. Tout est assez parfait, je trouve. Moi, je le prends comme ça en tout cas. Je me dis, il est à l'heure, tu vois. Là où dans le rap français, souvent, on avait un peu parfois un retard avec le rap américain. Joke, j'ai l'impression qu'il était un peu en perfusion directe avec le rap carry de l'époque. Alors ça divise encore. Je sais qu'à l'époque, tout le monde n'est pas en pamoison devant le clip et devant le morceau. Mais là, ça va être trop bien. La Ultraviolet, ça va sortir dans quelques mois. On va se prendre une claque là. Quelques mois plus tard, le 28 juillet 2017, Joke dévoile 3 morceaux. Dieu seul sait ce que je vais vous faire demain. Je suis dans le jacuzzi, sniff mon seul de bain. Et je un shake pour le faire. Si je veux un shake pour le faire. Je reviens agile comme bébé tout. Je te fais sucer, je te fais pas qu'écro. Ils ont pour but d'être un petit encas en attendant l'album. Ultraviolet doit sortir en fin d'année. Le 2 octobre, il balance la date de sortie d'Ultraviolet pour le 24 novembre. 2 jours plus tard, il reporte un Olympia pour mars de l'année suivante. Cet Olympia viendra conclure la tournée de l'album, UV Tour. Le 11 octobre, il dévoile la cover. Tout se passe bien. Je ne vois pas ce qui... Ok, changeons de programme. À 1 semaine de la sortie d'Ultraviolet, alors que l'artiste était trop discret pour quelqu'un qui va sortir un second album, il annonce simplement Ultraviolet 2018. Pas plus d'infos. Beaucoup de rumeurs circulent. Un projet pas terminé, un changement de manager. En tout cas, Joke reste discret. Et son public va devoir tempérer sa frustration. Fin décembre 2017, c'est la Fnac qui vend la mèche. L'album va sortir le 2 février 2018. On a même le droit à une tracklist sur Amazon. L'album va voir le jour juste avant la tournée et... Quoi ? Joke reporte la tournée, avant de l'annuler définitivement au mois de mars. Évidemment, le 2 février 2018, Ultraviolet n'est pas dévoilé. Son public exprime de la colère. Notamment face au manque d'explications, ce qui est compréhensible. L'album semblait si proche. Une cover, une date de sortie, un premier single, une tracklist, une tournée pour au final rien. 2018 fut marqué par quelques featuring, mais surtout par une date de sortie, 21 septembre 2018. En référence à Michael Jackson, Joke dévoile le 2e single de l'album. Moonwalk dans le game time, bébé. La Sophia et Kendall, suce-moi, baise-moi, mais ne m'aime pas. À la base, cet instrumental était prévu pour un featuring entre Damso et Hamza. Rock With You n'est pas une sortie lambda, c'est un retour avec un clip de fou. Et la fin de Joke, car il décide de changer de nom et de désormais s'appeler comme son grand-père et comme le nom de son premier album,
Ateyaba. Quand j'ai sorti l'EP Kyoto, je voulais déjà changer de nom de scène. C'est marrant Joke, mais je voulais quelque chose de plus vrai. Ateyaba, c'est le nom que ma mère m'a donné, c'est aussi le nom de mon grand-père, il représente mes racines et l'Afrique. Ateyaba, donc, enchaîne. Je suis au Negresco, j'appelle le room service. Et Ateyaba va entretenir l'espoir d'Ultraviolet en dévoilant du merch exclusif pour l'album. En novembre, il va lancer sa web radio intitulée Spirit of Ecstasy, nom de son label fondé en 2016, en référence directe à la statuette Rolls-Royce. Ces web radios correspondent à des vidéos d'environ 1 heure, dans lesquelles Ateyaba passe des morceaux qu'il aime bien et des exclus. Ça sent bon, il est de retour. Petit florilège de ce qu'on a pu entendre. Hold up, bad bitches, mon comportement est inadmissible. Je veux l'aggravation du milieu, ces négros sont sensibles, ils veulent juste faire du mal à mon business. Je suis dans le carré, je tire une tarte. Les sachets de beurre remplissent une tarte. Mojo fait des glitches, sûr que j'aligne les planètes avec une négro panette. Je me fais sucer, j'étais ma boondog. Descends de la dernière RRT, ma tout bloc. Millions de dollars, et millions de pixels. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une R6XL? Poignet Rolex comme sous carte, je suis le meilleur sur le papier. Je suis en fire, bang bang, je suis incroyable, bang bang. On comprend que certains n'ont pas été gardés pour l'album. Ils permettent de faire saliver un public devenu impatient et à Ateyaba de terminer son album. 2019 démarre donc avec 2 morceaux. Plafond à mouler, manteau en forêt. J'incendie le joint dans le carré, un air mal garé, des fleurs dans le garrot, négro et dans le pharo. Mais surtout par un tweet d'Ateyaba. Si UV est pas encore sorti, c'est qu'il est pas prêt. Y a pas d'histoire de maison de disques ou de manager qui me bloque, je crée, et quand ça sera prêt, ça sortira. Merci pour votre patience. Confirmant ainsi qu'un album va voir le jour, et mettant fin aux rumeurs. Ce qui sous-entend aussi que 2019 serait riche musicalement. Du merch est de nouveau mis en vente, et 2 nouveaux morceaux sont dévoilés. Donc je fais mon job, t'en fais ton job. Yeah, Mechi, Mechi flex dans le club, Mechi. Un événement va intervenir lors d'une soirée Red Bull à la Gaieté Lyrique. Ateyaba, invité mystère, se retrouve sur la même scène que Keukra. Et un dérapage va avoir lieu entre les 2 artistes. Pour comprendre d'où ça part, revenons en 2016. Ateyaba, à ce moment-là sous le nom de Joke, tweet que tous les rappeurs qui ne sont pas noirs doivent arrêter de dire le N-word dans leurs morceaux. Même s'il visait SCH, Keukra réagit et un échange houleux entre les 2 artistes a lieu en privé. Keukra publie la conversation, ce qui agace Ateyaba. Les managers apaisent les tensions. Seulement 3 ans plus tard, lors d'une séance de répétition, les 2 vont en venir aux mains. Ateyaba va se séparer de certains membres de son équipe déçus de leur réaction et il ne performera pas au show du soir, parce qu'ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente derrière. Bref, l'été 2019 est rythmé par d'autres volumes de la web radio. Mona, Lisa, le but c'est faire des branches au mot, mal Renoir impressionne comme Renoir. Drop top sur les champs, drop top sur les toiles. Un sac Goya, un sac Chanel. L'attente se fait terriblement ressentir et Ateyaba donne en septembre sa dernière longue interview à ce jour. J'essaie de produire le meilleur et quand ça sera prêt, ce sera le meilleur pour tout le monde. Et lors d'un échange rapide, à l'occasion des 30 ans de la Air Max 90, il déclare que la tendance de 2020 serait ultraviolet. 2020 marque donc la sortie des 2 derniers volumes de la web radio. On faire l'oseille, on trouve des choses à faire, des talons hauts pour mettre des hommes à terre. On est gros, je suis un aimant à pétasse. Ma vie c'est un tableau de garde des gaz. Dis-toi maintenant, Mikembo, more bless. Je rentre dans le club avec une grosse sexe. Et marque aussi la sortie d'Ultraviolet. Son public cumule une frustration depuis des années et partage très régulièrement son agacement. Et la discrétion d'Ateyaba alimente cette relation toxique. L'un le menace à chacun de ses tweets et l'autre le méprise. On m'a toujours dit de ne pas regarder la vie des gens. Dans l'ère qu'on vit, c'est meilleur foncé parce qu'avec Internet, les Twitter, les YouTube et tout ça, les gens ils commentent, il y a des haters pagaille. Quand les gens ont quelque chose à dire sur moi, genre je m'en fous en fait. Le 24 novembre 2020, Anthony Kilofer, producteur, auteur et ingénieur américain qui a notamment travaillé avec Ateyaba, tweet que Ultraviolet arrive prochainement. Le 11 décembre de cette même année, le morceau Moonwalk est dévoilé. Obscure conscient comme Morpheus. Et le 25 décembre, sous le sapin, un EP sort, Space Pack. Dedans, on retrouve des morceaux issus des web radios. Renoir verse le NSI, l'as dans ma poche CBC. J'pull up sur Saint-Honoré, genre une grosse lasse colorée. Un autre morceau est dévoilé en janvier. J'ai le même bâton que dans City Hunter, bitch regarde ma liasse, donne-moi ton number. Le mirage de cet album va définitivement s'estomper lors de la sortie du projet Infinity en juillet 2021, dans lequel est ajouté l'EP de Noël. Mais également 8 nouveaux morceaux, dont certains qui auraient dû être dans ce fameux Ultraviolet.
Les négros du rap français, donne envie de voter FN. T'as un flow de ménestrel, j'sors la coque, j'mets mon petit grain de sel. Oui, j'fume OG, je suis en monoïde. Oui, j'fume Purple et je suis en monoïde. Il y ajoutera plus tard les morceaux Rock With You et Halsey, enterrant définitivement la sortie d'Ultraviolet. Je pense qu'on peut le dire, 90% de la tracklist qui avait leak est désormais sortie. Seulement des questions restent en suspens. Pourquoi cet album n'est jamais sorti? Qu'est-ce qui l'a amené à un tel choix? Est-ce que les derniers morceaux finiront par voir le jour? Notamment ce fameux featuring avec Charlotte Gainsbourg, que devient-il? Au final, seul Ateyaba a les réponses. Ces silences et ces mystères construisent aussi la légende de cet album fantôme, qui aurait pu être une pièce majeure de la fin des années 2010. On ne saura pas, tu vois, parce que c'est jamais sorti, tu vois, mais pour moi, je vois ça en mode la musique, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire, on a fait un run où tout se passait bien. Maintenant, c'est une décision de l'artiste. On peut pas aller contre les décisions de l'artiste. T'as vu, si c'est un feeling, on peut pas aller contre. Normalement, Joke était prêt pour sortir Ultraviolet. Il y a déjà des morceaux qui sont enregistrés, il y a des gros featuring qui sont déjà dans la boîte et c'est prêt. Moi, c'est ce que j'entends. Attention, Ultraviolet, moi j'ai l'album l'album de l'époque, quasiment fini, 90%. Pourquoi il est jamais sorti aujourd'hui? J'ai aucune réponse. Je sais pas pourquoi il a pas sorti. Aujourd'hui, il est libre de sortir quand il veut son album. C'est que lui l'ultime décisionnaire. Maintenant, ce que je peux comprendre avec du recul, c'est que la musique qu'il faisait à l'époque là pour Ultraviolet, je suis pas sûr que le public était prêt pour cette musique là. On était vraiment sur quelque chose de déstructuré, avec des effets sonores presque psychédéliques, avec de la musicalité qui s'approcherait plus de Kanye West période Yeezus. Après il y a des morceaux effectivement qu'il a déjà sortis qui étaient dans Ultraviolet, mais c'est un album, je pense, qui fait que Joke a reculé, très sombre dans la texture. Pas de morceaux où on peut s'enjailler, etc. Vraiment un album hyper sombre avec des couleurs très distordues. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était une proposition artistique assumée. Maintenant, c'est le public. Derrière, est-ce qu'il était prêt à ça? Jusqu'à maintenant, ça pourrait sortir sans problème. Si on pousse à l'interprétation, cet album n'a jamais aussi bien porté son nom. Car l'Ultraviolet est un rayonnement invisible à l'œil nu. Et au final, cet album est plus ou moins sorti. Juste pas sous la forme qu'on attendait. Et il aura marqué l'histoire, malgré lui. On va faire de la psychologie de comptoir, mais il y a peut-être eu presque comme un traumatisme à Ateyaba, dans le fait que lui, je pense qu'il a dû mettre beaucoup d'énergie dedans, que ça n'a pas eu complètement l'effet escompté à la sortie. Donc moi, je comprends aussi ce qui se passe dans la tête d'un artiste. C'est beaucoup de sortir un album. Tu vois, nous, on est là, on veut juste 15 nouveaux morceaux. Et parfois, le public, les fans, sont un peu ingrats avec ça. Moi, j'aime pas demander des choses aux artistes, tu vois. Les artistes font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que oui, il y a un moment où nous, on a besoin de comprendre des choses. Et il y a des artistes qui surcommuniquent. Donc c'est l'inverse, quoi. Mais au final, il y a eu beaucoup de morceaux quand même dans cette période-là. The spirit of ecstasy. Après Infinite, Ateyaba offre de nouveau un silence musical d'1 an. Parsemé de sorties sur Twitter très provocatrices, on notait qu'un de ces tweets avait lancé une trend extraordinaire sur le rap français. Mais globalement, cet amour-haine très toxique et la non-sortie d'Ultraviolet font que beaucoup de fidèles quittent le navire, se sentant trahis et déçu. En mai 2022, il dévoile Finesse avec une nouvelle direction artistique qui se confirme ensuite avec la sortie de 2 nouveaux morceaux. Attendez, quoi? Il y a un retournement de situation dans Ultraviolet? J'arrête. Juste, il rejoue avec les nerfs de son public. En dévoilant 2 clips, les premiers depuis Rock With You, 2 clips de 2 morceaux issus de la tracklist d'Ultraviolet. J'ai un négro pas de limite, j'ai un swag d'alchimie. Sinon, il se retrouve aussi en featuring avec Zola sur le morceau Finish Him. Attention comment tu speak, je fais confiance à aucun rappeur, c'est des suspects. Toute cette agitation n'était pas vaine en ce début 2023, parce que le 15 juin, il annonce la sortie de son 2e album, La vie en violet. Des questions se posent, mais le premier extrait Shenron confirme qu'il ne s'agira pas d'Ultraviolet, ou du moins celui que le public espérait entendre. La vie en violet n'est pas annulée et sort bien en juillet 2023. Un album plus homogène et plus cohérent dans son package. Pourtant, cette nouvelle DA reste bien loin des attentes du public. Donc, il y a une grosse déception. Ouais, Joke, il a sorti un mauvais album exprès, il y aura un autre album derrière, c'est pas vraiment son second album. La vie en violet est bien son second album, et oui, il y a le morceau Pokéball dedans. Fin du sujet. Néanmoins, l'album nourrit les spéculations. Et Ateyaba le sait, cette toxicité
revient, notamment parce qu'il y a cette phrase. Ateyaba, y'a un avant, y'a un après. J'étais dans la craie, nègre pour UV, t'es pas prêt. Oui, il le remet une petite couche. De quoi rendre fou ceux qui pouvaient y croire encore. Ceux qui s'attendaient à un album bien bresson, bien dark, fallait se mouiller la nuque avant. Hein. Parce que La Vie en Violet, c'est léger et c'est solaire. Yeah, j'mélange pas ma beuh avec du tabac. That's right. Tu peux lire quartier sur mes lunettes. Je fais du papier, je fais du zèle. Ultraviolet, effectivement, n'existe pas, mais il y a La Vie en Violet qui existe, et c'est un album que je trouve très intéressant. J'ai mis du temps à comprendre un petit peu où il voulait en venir musicalement. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'homogène au niveau des mix, au niveau de la musicalité, de la réalisation de l'album, parce qu'en fait, l'idée, je la comprends, mais peut-être aller plus loin dans ce qu'il voulait proposer. Dans tous les cas, cet album ne laisse pas indifférent. C'est ce qu'on attend d'un artiste en vrai. En tout cas pour moi dans ma conception de la musique c'est ça. Même si des fois ça peut te faire sortir de ce que tu as l'habitude de prendre de l'artiste, mais ça te permet aussi de le connaître entièrement. Les gens qui en parlent comme une merde, soit tu connais pas Joke et t'as le droit, et donc t'aimes pas Joke dès le début, donc t'aimes pas cet album, mais quand tu kiffes Joke pour les bonnes raisons en tout cas, il y a plein de morceaux incroyables. Il y a des trucs moins bien, évidemment, les Ghana, Solaire, même Pokéball en vrai c'est un morceau. Je comprends qu'il fasse ça. Yo, faut que je pèse comme Goldman Sachs, mets toute la fraîche dans le sac. Je me crée des occasions, je me fais mes repasses. Je suis en 7-7-7, 7 sur le flanc sûr que j'ai du sexe, 7 chiennes. Les danseuses me kiffent parce que je type. La belle de l'oseille est irrésistible. Il y a des très bons morceaux. Le morceau Solaire, c'est trop fort. C'est un très bon projet. Ça sort de tout ce qui se fait. J'ai un peu l'impression que La Vie en Violet, c'est ultraviolet, sauf qu'il l'a pas renommé pareil parce que c'est trop compliqué en fait. Si c'était devenu comme Detox pour Dr. Dre, cet album-là qui est annoncé depuis longtemps qu'il sortira pas. Donc je pense que La Vie en Violet, c'était aussi un moyen pour lui de passer à autre chose. The spirit of ecstasy. Je pense qu'il écoute des choses qui l'influencent et qui font avec des sonorités qui sont globalement pas celles qu'on utilise dans le rap francophone, majoritairement en tout cas. Pour des gens qui se disent « Ah, Ateyaba, ça aurait dû être une putain de star », pour eux, qu'ils interprètent ça comme un retour avec des morceaux comme ça, c'est trop chelou. La Vie en Violet fait une division en deux clans. Ceux qui en font un bouc émissaire et ceux qui peinent à le défendre. Il y avait eu beaucoup de rumeurs autour de cet album. Et le public avait raison sur un point. C'est qu'en effet, Ateyaba s'est libéré de tout contrat. En même temps, il clashait son label sur Twitter. Depuis 2023, il publie au compte-gouttes, soit sur sa chaîne principale, soit sur sa chaîne Ateyaba Archive. Voici un petit florilège de ce qu'on a pu entendre ces 2 dernières années. Il me regarde bizarre et préfère pleurer pour des choses qui sont dérisoires. T'as bien vu qu'à énorme, je ne calcule pas les normes. Boulette sur mais tu connais le dans ta suite, tu vas pas sur ta lunette. Je marche sur le monde, c'est ma scène, de chromosomes X, c'est ma chaîne. Les rappeurs à la traîne, les auditeurs à la traîne. Moi j'ai la vision, je fais pépon par des jumelles. Les négros vrais slide sur moi, termine dans le tunnel. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tournant artistique? Quand on en revient au début de l'histoire, Ateyaba n'a jamais été un artiste qui devait être mainstream. Il l'est devenu malgré lui et s'est prêté à ce jeu-là, développant ainsi une fanbase importante qui, avec le temps, est devenue toxique. Peut-être qu'à un moment, cette lumière était trop éblouissante, ou alors que la pression était trop grande, ou bien ce sont les résultats de la cicatrice du premier album, ou peut-être tout simplement que ses envies ont évolué et qu'il ne se reconnaissait plus dedans. Joke, c'est vraiment un artiste qui porte de l'importance sur son art, c'est-à-dire qu'il veut que ça reste sa particularité, son univers propre. C'est mon rap, je fais ce que je sais faire, je cherche pas à me démarquer, mais j'ai l'impression que je me démarque quand même. J'essaye pas de copier quelqu'un, ou je fais ce qui me plaît. Ce qui m'intéresse, que j'aimerais écouter. Il faut aussi accepter que les artistes aient leur rythme. Quand tu n'envisages pas la musique comme un travail à la chaîne, en fait c'est un truc qui te coûte de sortir des albums, des projets, même des morceaux parfois. Rappelez-vous, à la base, c'est un mec introverti. Jouer l'extraverti quand on est tout l'inverse, à un moment on finit par avoir besoin de souffler complètement. Même s'il n'y a que lui qui a les réponses, dans sa dernière longue interview, il se confiait sur le fait que son rôle de père a pris une place centrale pour lui, que sa relation avec Dieu était plus puissante et qu'il préférait se concentrer sur son art et sur lui. Je n'ai pas de calcul, je mets en ligne, les gens se servent. Peut-être qu'il a enfin relu L'Alchimiste. L'Alchimiste, ça m'a marqué. Je l'ai lu il y a un moment et j'ai recommencé à le lire il y a peut-être 2 ans, tu vois. Et quand je l'ai lu, genre je voyais des trucs dans le livre qui ressemblaient tellement à ma vie, ça m'a un peu fait peur, j'ai arrêté de le lire. L'histoire de ce jeune berger andalou à la recherche d'un trésor au pied des pyramides, qui décide de suivre ses rêves et qui comprend à la fin que le vrai trésor c'était le voyage et qu'il se trouve sur les terres d'où il vient. Le comparatif est assez facile. Ateyaba aujourd'hui s'est affranchi du rap français et de l'industrie pour redevenir un artiste dans son coin. Mais malheureusement, il a tellement été aimé, il a tellement eu d'attentes que les fantômes de Joke et d'Ultraviolet continueront de planer
au-dessus de ses futures sorties musicales. Au final, sa carrière, elle lui ressemble, en marge un petit peu du système. Et je pense qu'il cherche avant tout la liberté artistique. Peut-être que le format maison de disque, c'était pas fait pour lui. Là, en indépendant, il va peut-être y retrouver son compte. C'est tout ce que je lui souhaite. Et puis moi, je serai là pour écouter. Voilà, c'est toujours un artiste qui suscite en moi toujours de l'admiration et aussi de la curiosité. Il y a beaucoup de différents raps aujourd'hui. Il y a des raps qui sont hyper standardisés où carrément tu peux deviner le thème, la rime. D'autres un peu plus élaborés. Et puis t'as Joke. Mettez du respect sur Ateyaba, les gars. On sait comment c'est assez difficile aujourd'hui de se démarquer et d'avoir une identité dans le rap. Et t'as un artiste comme Ateyaba qui est venu qu'à transformer un peu les choses. Tu mettez du respect, tu vois. Je pense que c'est important. Ça a créé des enfants, ça a créé un mouvement. Aujourd'hui, Joke, ce qu'il a apporté pour la culture, c'est très grave. Les gens, ils se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, il y a une partie du rap qui existe parce qu'il a fait. Je pense qu'il est à l'aise avec son statut. Je pense qu'il sait ce qu'il a apporté. Et ça, pour le coup, c'est indéniable. Le nombre d'artistes qui lui font référence, le nombre d'artistes qui lui font pas référence, mais qui lui ont emprunté des choses. Il a marqué une période du rap français. J'ai même fait la première partie de Joko Cap. Quand je faisais les premières parties d'Ateyaba, à l'époque c'était Joke, à l'époque c'était chaud, ouais. Je voulais briller comme lui quand je le voyais en show, ok. Oui, dans un autre monde, Joke aurait pu devenir... Et en fait, peut-être pas, parce que c'était pas son destin. Tu vois, des fois, tu sais, t'as des compilations foot des joueurs, le palmarès c'est pas dingue, mais les frissons. Ateyaba, c'est ça en vrai. C'est pas l'artiste avec le plus gros palmarès, mais il a beaucoup de gestes techniques à son actif. Et surtout, des trucs qui ont été recopiés. C'est-à-dire qu'il a inventé des gestes techniques, mais en fait, un peu à l'échelle du rap français. Donc pour moi, c'est ça son statut, c'est le statut d'un artiste, un des artistes les plus importants de la décennie 2010. Je me pose la question, moi, je me dis, demain, il annonce un concert, quelle salle il remplit? C'est ça, parce que Joke à l'Olympia, là, comme ça, une belle fête à l'Olympia. Mais est-ce qu'il peut faire plus? Il peut faire un Zénith? Est-ce qu'il peut faire un Bercy? Bon, il y a des petits détails que j'ai sautés. Mais si vous y tenez, je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir en parler. Et pour le reste, dites-moi si vous avez aimé. Et dites-moi aussi ce que vous voudriez comme prochain sujet. Like, commente et abonne-toi. Ça soutient vraiment la chaîne et ça favorise l'algorithme. C'était ton gars Clément. À très vite. Un message pour la jeunesse, faites vos choix tout seul. Ne vous laissez pas influencer par ce que les gens disent autour, tout ça. Faites vos choix parce que c'est vous qui allez les vivre avant. Gauthier 24, grosse classe dosée. J'fume, j'ai pas tout, j'bois ma codeine. Cristal bouteille, j'flex comme Popeye. J'fais plus d'argent que vendeur de cocaine. T'es sûr de pouvoir avaler ça toute seule? J'crame une boucle avant un coup d'œil. J'parle que l'argent deux fois que you say. Les couilles de Kadhafi de Saddam Hussein.